Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de vous être connectés pour assister à la troisième édition des Cafés Diplo, organisée par l'association Le Jeu de Loi, la revue internationale de Sciences Po Lille, en partenariat avec les Amis du monde diplomatique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine, qui a accepté notre invitation pour aborder les enjeux politiques et sociaux qui entourent la présidence de Luis Arce, élu président de la Bolivie le 18 octobre dernier. Avant de déployer nos ailes et d'atterrir en Bolivie, laissez-nous vous présenter notre invité, Christophe Ventura. Vous avez étudié l'histoire du néolibéralisme aux États-Unis et les indépendances latino-américaines au XIXe siècle et êtes diplômé de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Vous êtes aussi chargé de cours sur la géopolitique de l'Amérique latine au sein d'IRIS-SUP et enseignant à l'Institut catholique de Paris. Spécialiste de l'Amérique latine, vous réalisez un bon nombre de travaux sur la région. Vous participez à l'organisation des forums sociaux mondiaux depuis 2001 et vous publiez des travaux sur vos recherches et des articles dans de nombreux journaux, notamment Le Monde diplomatique. Vous avez entre autres écrit L'éveil d'un continent, géopolitique de l'Amérique latine et de la Caraïbe, paru en 2014 aux éditions Armand Collin. Revenons à présent sur les événements en Bolivie. En 2005, Evo Morales est élu président de la Bolivie. Candidat du parti Mouvement vers le socialisme, MAS, il est le premier Amérindien nommé à la tête du pays. En 2019, après presque 14 ans au pouvoir, il se présente pour briguer un quatrième mandat. Vainqueur des élections, il est accusé de fraude par l'opposition et s'exile en Argentine. La sénatrice de droite, Jeanine Áñez, devient présidente par intérim le 12 novembre 2019. Censée rester à la tête du pays pendant 3 mois, le temps d'organiser de nouvelles élections présidentielles, elle quittera finalement le poste près de un an plus tard. Loin d'insuffler un vent de changement, Jeanine Áñez instaure un gouvernement autoritaire et raciste, critiqué pour sa politique intérieure comme extérieure, ou encore sa mauvaise gestion de la crise de Covid-19. Mais aussi pour sa violence, on pense notamment aux manifestations de novembre 2019 où une trentaine de personnes ont perdu la vie. À la suite des élections présidentielles de dimanche 18 octobre 2020, Luis Arce, candidat du mouvement vers le socialisme, est élu président au premier tour avec 52% des voix. Sa victoire signe le retour d'Evo Morales en Bolivie, qui refoule le sol bolivien le 9 novembre 2020. Cette conférence est l'occasion de revenir sur les changements politiques de ces derniers mois en Bolivie. Le changement constitutionnel effectué par Evo Morales, l'élection présidentielle avortée de 2019, la prise de pouvoir de Jeanine Áñez, l'élection présidentielle de 2020 et Luis Arce, le nouveau président de Bolivie. Christophe Ventura, avec tous ces bouleversements, quels sont les champs d'action au pouvoir de Luis Arce? Comment va-t-il pouvoir se différencier ou non d'Evo Morales? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Avant toute chose, merci Léa pour cette introduction très complète qui permet déjà je crois, de bien planter le décor que nous allons avoir ce soir. Alors, j'espère que vous m'entendez bien avant toute chose parce que je remarque que ça saute un peu là, remercier avant de démarrer eh bien, les organisateurs de ce soir, la revue Le Jeu de Loi donc de Sciences Po Lille, qui m'a sollicité en lien avec les amis du monde diplomatique, l'association des lecteurs du mensuel d'analyse critique de relations internationales Le Monde diplomatique, dont je suis également secrétaire général de l'association donc des amis du monde diplomatique, qui est associée ce soir à cette conférence. Et donc, les deux organisateurs m'ont proposé d'intervenir donc sur cette question de la Bolivie, qui est évidemment un des scénarios politiques et géopolitiques, disons, aigus en Amérique latine, qui nous dit beaucoup de choses sur la période dans la région et peut-être d'une manière un petit peu plus générale sur la, les évolutions de la crise internationale avant d'ailleurs et après la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19. Donc, je vais essayer un petit peu de traiter un petit peu tout ça. Donc, merci d'abord à vous, encore une fois, pour l'organisation de l'événement et puis la communication aussi qui a été faite autour
sur les réseaux sociaux, en particulier de la revue, mais aussi des amis du Diplo. Alors, avant de commencer, un dernier petit point d'organisation, si je puis dire, je vais être obligé de faire quelque chose qui ne se fait pas, c'est-à-dire de vous abandonner pendant quelques dizaines de secondes à cause d'une porte que je dois ouvrir chez moi. C'est aussi le charme de ces vidéoconférences confinées, on est tous chez soi, et voilà, donc il faut faire tout en même temps, et donc je vais devoir m'absenter un peu brutalement. J'essaierai d'aller très vite pour ne pas perdre trop de temps dans l'exposé. Je m'en excuse par avance. Alors, on va démarrer cette intervention sur la situation bolivienne. Bon, pas tant en revenant sur les événements, je vais en dire quelques mots, mais plutôt, conformément à ce qui m'a été demandé, de plutôt peut-être réfléchir un peu à la période qui s'ouvre et puis aux défis qui se posent à ce nouveau gouvernement, non pas du MAS, du mouvement au socialisme, qui est le parti qui a porté au pouvoir en 2006 pour la première fois Evo Morales en Bolivie, puisque le MAS est revenu au pouvoir le 18 octobre dernier, donc ce n'est pas un nouveau gouvernement du MAS. Le MAS dirige le pays depuis 2006 avec cette parenthèse autoritaire du coup d'État de 2019-2020 sur laquelle je vais revenir. En tout cas, c'est le gouvernement d'un nouvel homme, d'un nouveau leader, d'un nouveau dirigeant pour du MAS qui est au pouvoir et qui est Luis Arce, dont on va parler. Et je vais surtout essayer de voir peut-être un petit peu les défis qui se mettent sur sa route, et ils sont nombreux. Il ne faut surtout pas les sous-estimer pour comprendre finalement les marges de manœuvre que va pouvoir avoir ce gouvernement dans un pays marqué, blessé par un an, disons, d'une crise saillante, ouverte, mais qui en fait est venue exploser après déjà plusieurs épisodes de polarisation et de tension très fortes dans le pays. Alors, les événements, vous les connaissez tous, hein, je les rappelle vraiment brièvement. Evo Morales, il y a un an, un peu plus d'un an de cela, eh bien, se représentait pour une quatrième fois, pour un quatrième mandat en Bolivie. Alors, sujet qui avait aussi créé sa dose de débat et de controverse, aussi bien au sein des secteurs qui soutenaient traditionnellement Morales qu'à Bonsoir à l'extérieur, tous, excusez-moi de mon retard. puisque, bon, très bien. Alors, donc, je disais que les événements, je revenais rapidement dessus, se présentaient pour la quatrième fois en 2019. Alors, élection là aussi qui avait eu sa dose, je disais, de débats, de controverses, y compris au sein de la majorité des mouvements présidentiels et des mouvements sociaux, qui considéraient que Evo Morales n'aurait pas dû se représenter une quatrième fois. Il y avait eu un débat là-dessus. En 2016, il y avait eu déjà, disons, des tensions autour de cette question-là. M. Morales, eh bien, finalement, s'est présenté à l'élection après une décision du tribunal de la Cour suprême qui lui a permis de le faire. Il a perdu à ce moment-là certains appuis au sein disons, de ses bases sociales, on va dire. Alors, je précise ce point parce que souvent, la chose on y résume là l'objet du conflit entre Evo Morales et ses oppositions. Je crois que c'est beaucoup trop exagéré. C'est vrai que cette affaire-là a eu un rôle. C'est vrai qu'elle a certainement fait perdre, y compris, je vous disais, au sein d'une partie de la gauche et des mouvements sociaux, des appuis à Morales parce qu'ils pensaient que c'était la fois de trop, grosso modo, et qu'il fallait un nouveau visage, une nouvelle présidence, même s'il fallait que le projet du MAS lui perdure. Mais en tout cas, ce n'est pas ça qui a créé les conditions réellement de ce qui s'est passé à l'élection. C'est bien autre chose. C'est un peu ça, mais c'est surtout en fait la polarisation politique qui existait en Bolivie, indépendamment de cette question-là, entre précisément le projet de Morales et le MAS, son parti, et les mouvements qui étaient autour, et puis l'opposition plus frontale avec le centre-droite et la droite bolivienne, en particulier celle d'une région qu'on appelle la Media Luna en Bolivie, qui représente un peu les provinces riches du pays, qui en réalité, et à l'instar d'autres pays des gauches latino-américaines, n'ont jamais accepté tout simplement eh bien, la victoire et la domination politique et électorale de la gauche, du MAS, du mouvement au socialisme bolivien, depuis la première élection de Morales. Sans rentrer dans les détails, il retenait quand même que depuis l'élection de 2006, la première élection de 2006 d'Evo Morales,
il y a eu déjà beaucoup d'épisodes de confrontation et parfois violentes qui ont fait des morts, hélas, entre, disons, l'opposition et ce gouvernement. Il y a eu plusieurs fois des alertes et même des, des tentatives par moments d'insurrection contre ce gouvernement. Donc en fait, on était dans une situation qui était déjà largement tendue et polarisée entre les deux camps finalement en lice pour cette élection de 2019. Et on arrive donc à l'élection avec là un peu le coup de théâtre d'une élection qui va être déclarée frauduleuse par l'opposition et qui va ne pas reconnaître en fait la victoire d'Evo Morales. Alors, je résume vraiment de manière sommaire. À l'époque, vous savez que la règle électorale de l'élection en Bolivie, c'est qu'on devient président de la République à deux conditions. La première, un peu comme en France, si vous gagnez 50% des suffrages plus une voix, vous êtes élu président ou président du pays. Mais il y a une deuxième règle qui est tout à fait, d'ailleurs, qu'on retrouve dans beaucoup de pays latino-américains, qui est que vous pouvez aussi gagner l'élection dès le premier tour si vous gagnez 40% des voix, plus une, avec 10 points d'avance sur celui qui vous poursuit. C'était ça l'enjeu. Morales n'a pas gagné 50%, il a gagné. La controverse a démarré à un moment donné où il arrivait justement au premier tour avec un peu moins de 40% des voix, et plus tard dans la nuit et le lendemain, lorsque les décomptes électoraux ont été complétés, eh bien, il avait dépassé les 40%, il avait bien 10 points d'avance sur son second, Carlos Mesa, ancien président et vice-président bolivien, qui était un peu un des leaders du centre droit et de la droite bolivienne, puisqu'il était fracturé en deux pôles. Lui, Carlos Mesa, qui représente un peu la droite modérée, on va dire, et puis une droite plus dure, voire d'extrême droite, autour de Luis Camacho, disons, une droite assez revancharde, assez extrémiste, avec aussi un fond assez de catholicisme assez conservateur et rigoriste, qui était l'autre candidat de la droite. Et en tout cas, Carlos Mesa, au bout du décompte final, n'arrivait pas au deuxième tour. Et c'était ça qui a organisé la rupture dans la situation électorale, puisque finalement, ils ont accusé Morales de fraude, n'ont pas reconnu les résultats, et ça a enclenché à ce moment-là une dynamique très rapide où ces résultats et cette supposée fraude dénoncée par l'opposition, eh bien, le thème a été repris, en particulier par l'Organisation des États américains, qui, à la demande de Morales d'ailleurs, était venu, disons, accompagner le processus électoral pour donner son avis sur les élections. Et le rapport de l'OEA a plutôt abondé, nourri l'idée d'une fraude, considérant que eh bien, les élections n'avaient pas été, disons, sincères et bien organisées, qu'il y avait certainement des choses qui n'étaient pas explicables pour donner les résultats de la victoire de Morales. Très rapidement, tout s'est emballé, et ce qui a été le déterminant, comme d'ailleurs vous pouvez l'avoir lu ou vous pourrez lire dans plusieurs articles du Monde diplomatique qui ont été publiés sur le sujet bolivien à ce moment-là, eh bien, très rapidement, ce qui a fait la différence au fond, c'est l'intervention à pas mesurée de la police et de l'institution militaire bolivienne, qui ont invité le président Morales à quitter le pouvoir, tout simplement, et à accepter, à dire il vaut mieux que vous partiez parce que sinon il va y avoir vraiment des problèmes. Et si jamais il y avait des problèmes dans la rue, sachez que bien nous serions du côté de ceux qui demandent votre départ. Donc en gros, c'était un ultimatum de l'armée en disant ou bien vous partez, ou bien on interviendra. C'est ce qui a fait dire à Morales et à une partie de la direction du gouvernement qu'il s'agissait d'un coup d'État, justement, organisé et perpétré par une partie de l'opposition, de l'armée, de la police, avec le soutien de l'Organisation des États américains et de Washington. Très rapidement, le coup de force a opéré, puisque Morales, considérant qu'il était lâché par l'institution militaire et connaissant très bien l'histoire bolivienne et de l'armée bolivienne, a quitté le pouvoir parce qu'il craignait pour sa vie, il craignait pour les siens. Il a quitté le pouvoir, qu'il a laissé donc vacant de fait, et il est parti dans un exil qui va l'emmener très rapidement de la Bolivie au Mexique, puis en Argentine, où il est resté jusqu'à l'après
entrée en fonction de Luis Arce en tant que nouveau président, plus d'un an plus tard, le 8 novembre 2020. Alors, partant de Bolivie, Morales a permis aussi, en partant, du moins son départ a permis que l'opposition prenne le pouvoir, tout simplement. Alors, c'est là qu'il faut que j'aille ouvrir la porte. Excusez-moi, j'arrive. Voilà, j'ai pas été long. C'était pas un sabotage, hein, je vous promets. Donc, le pouvoir a été pris donc par la droite, l'opposition, en particulier par une sénatrice, Janine Áñez, que personne ne connaissait, qui était plutôt une sénatrice, on va dire, assez discrète, qui n'avait pas de rang protocolaire particulier, mais je passe les détails, mais qui justement, en l'absence comment dirais-je, d'un respect protocolaire des prises de pouvoir en cas d'absence de pouvoir du président, a pu tirer son épingle du jeu et prendre le pouvoir pour au départ eh bien, quelques semaines, disait-elle, pour organiser de nouvelles élections, puisque la situation était tout à fait explosive. Ça a été dit par Léa, j'y reviens pas, les émeutes, la répression, les morts, etc. Euh, Assez rapidement après, et pendant un an aussi, des règlements de compte judiciaires contre des dirigeants du MAS en Bolivie, des persécutions politiques contre eux, etc. Ça va durer un an. Finalement, elle va garder le pouvoir non pas quelques semaines, mais un an, sans avoir été élue, en fait, elle non plus, et malgré tout, de diriger la Bolivie jusqu'à ce que eh bien, des élections sous la pression des événements, sous la pression du MAS, sous la pression des mouvements sociaux boliviens qui, si ils avaient pu être parfois en désaccord autour du projet de la réélection de Morales, se sont ralliés et cimentés dans l'adversité pour demander leurs droits, et ayant considéré que le pouvoir a été volé par l'opposition. Et donc, sous la pression de ça et la pression internationale aussi, le gouvernement de Mme Agnès, illégitime et non élu, a dû finalement organiser des élections qui nous amènent à la situation aujourd'hui. Et pour être tout à fait complet, dans l'intervalle, et ce qui a joué aussi, c'est que le fameux rapport de l'OEA sur les supposées fraudes a été sévèrement remis en cause et vidé de toute substance par de nombreux experts internationaux en élection, et en particulier, enfin pas en particulier, mais à un moment donné, et ça a été un peu ça qui a dit la messe, si je puis dire, c'est que même les journaux américains comme le New York Times ou le Washington Post ont dû dire qu'il y avait quand même un problème dans cette affaire bolivienne, et que effectivement, à la fin, rien ne pouvait confirmer l'hypothèse qu'il y avait eu une fraude à l'élection de Morales, et disant même que, au fond, il est clair qu'il y avait là quelque chose qui s'était passé, une rupture de l'ordre constitutionnel en Bolivie, et que l'élection de Morales aurait dû lui permettre d'être réélu. Donc là, ça a été un petit peu les derniers clous, si je puis dire, qui ont été enfoncés dans la légitimité de ce pouvoir de facto bolivien dirigé par Madame Agnès, et qui a dû lâcher finalement les rênes du pouvoir parce que c'était pas tenable pour eux dans ces conditions-là. Et donc on se retrouve avec les élections organisées qui amènent au pouvoir Luis Arce, et qui finalement a posteriori viennent effectivement valider un petit peu et rappeler l'hégémonie, quoi qu'on en pense, l'hégémonie politique et électorale du parti de M. Morales, du MAS, qui a remporté l'élection avec un score tout à fait impressionnant de plus de 55% dès le premier tour, cette fois-ci, de l'élection. Un score qui est exactement celui qu'avait fait Evo Morales 15 ans avant, lors de sa première élection de 2006. Donc M. Luis Arce arrive au pouvoir avec une légitimité qui est la même que celle qui avait inauguré le cycle du MAS et de Evo Morales en Bolivie, balayant toute ambiguïté sur, encore une fois, bien le caractère majoritaire en fait du MAS. Et évidemment, ça met en lumière le fait que l'élection de 2019 certainement avait permis à Morales, même s'il avait eu moins de voix, du fait des problèmes qui ont été évoqués, l'usure du pouvoir, etc. Enfin, il était largement en condition de gagner cette élection. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, M. Arce, qui n'est pas du tout un inconnu, hein, pour les gens qui s'intéressent à la Bolivie, il y en a parmi vous, M. Luis Arce, tout simplement,
l'ancien ministre de l'économie de Evo Morales, poste qu'il n'a jamais laissé depuis 2006. C'est-à-dire que c'est depuis 2006 l'homme qui, pendant 15 ans, a conduit les politiques économiques et sociales, d'ailleurs, du gouvernement de Evo Morales. Donc, c'est un peu l'architecte de la fameuse prospérité bolivienne, dont je vais quand même rappeler quelques chiffres rapidement. Rappelons-nous que la Bolivie, sous Morales, qui était le pays le plus pauvre d'Amérique du Sud, pays de 11 millions d'habitants, pays andin, plus pauvre d'Amérique du Sud, a tout de même, même du point de vue orthodoxe économique, orthodoxe économique, a multiplié par 4 le PIB de la Bolivie. Hein. Donc les richesses produites en Bolivie ont été multipliées par 4 sous l'ère de Morales et donc de Luis Arce, qui était son ministre de l'économie. Entre 2006 et 2014, avant que les premiers effets sévères de la crise internationale économique post-2008, j'en dirais un mot, n'arrivent en Bolivie, entre 2006 et 2014, la pauvreté a été baissée quasiment de moitié, puisque la pauvreté est passée de 60% des Boliviens, hein, retenez bien ce chiffre, en 2006, 60% des Boliviens sont pauvres. En 2014, ils ne sont plus, je mets que des guillemets, 37%. Mais en tout cas, en termes de performance, de fonte de la pauvreté, la Bolivie est tout simplement le pays qui était le plus performant de l'Amérique latine, région qui était dans ces années-là, dans les années 2000 et jusqu'au début des années 2010, la région où la pauvreté avait été la plus réduite au monde, selon les Nations Unies et les observations des Nations Unies dans le cadre des objectifs du développement des Nations Unies. Donc là, en quelques chiffres, on comprend à la fois ce qui a été fait et puis l'importance qu'a eu dans ce processus Luis Arce. Il est l'homme de tout ça. Il est l'homme qui doit en fait aussi peut-être rassurer les Boliviens à un moment donné où le pays vit encore sous, disons, l'effet de la crise économique et sociale de long terme de 2008, mais aussi sous son accélération et même, je veux dire, son changement de nature sous l'ère de la pandémie de Covid dont on va parler. Dernier chiffre pour ne pas trop vous abasourdir, mais quand même, sous Morales et les gouvernements du MAS, eh bien, les devises boliviennes ont été multipliées par 5. Ça veut dire en fait les réserves financières de l'État de Bolivie ont été multipliées par 5. Et c'est en partie par l'intermédiaire d'un processus qu'a conduit, pensé et mis en œuvre M. Luis Arce, qui était en fait la récupération des ressources naturelles boliviennes, la nationalisation en particulier du secteur de l'énergie de la Bolivie et de la société nationale énergétique, pétrolière et gazière, qui est Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivianos, hein, qui est la grande compagnie, on va dire, énergétique bolivienne qui a été nationalisée et qui a pu permettre à la Bolivie de générer énormément de ressources qui lui ont permis, sur l'exploitation du lithium en particulier, sur l'exploitation gazière aussi, eh bien, de récupérer une rente très importante financière qui va permettre à l'État de financer toutes ces années durant eh bien, ces programmes de lutte contre la pauvreté, les inégalités sociales, la modernisation du pays, ses infrastructures, les écoles, les universités, la santé, enfin, toutes choses qui n'existaient pas ou qui avaient été littéralement soufflées par 20 ans avant de néolibéralisme brutal en Bolivie. Alors, question de la rente, on en parlera peut-être dans le débat, là j'ai pas le temps, mais qui a été aussi un sujet, et qui est toujours un sujet d'ailleurs, de débat interne, de controverse sur justement le fait que ces gouvernements, le bolivien, auraient aussi participé à la reproduction d'un modèle économique dit extractiviste, basé sur l'extraction des ressources naturelles, etc., qui mettrait en danger à la fois l'environnement, l'écologie, mais aussi les droits des communautés indigènes boliviennes. Enfin, tout ça est un débat sur lequel on pourra revenir. En tout cas, le bilan économique et social de la Bolivie de Morales, qui lui a permis d'être 4 fois élu quand même, hein, démocratiquement, avant donc d'être mis dehors par un coup d'État, un coup de force, eh bien, Luis Arce, c'est l'homme qui a en particulier mis en place et conçu tout ça. Donc vous voyez qu'on n'a pas affaire à un débutant, si vous me permettez l'expression, c'est vraiment un cadre du processus politique bolivien, c'est un homme indien qui est un des cadres aussi du MAS et du mouvement indien, donc grande légitimité, 55% élu. Du coup, il n'est vraiment pas, disons, un
un ersatz ou un plan B à Morales. C'est quelqu'un qui aujourd'hui eh bien, a une légitimité entière et qui non seulement s'est fait un prénom, mais aussi un nom aujourd'hui en Bolivie. Alors son vice-président n'est pas non plus quelqu'un de d'insignifiant, puisque c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères de Evo Morales, qui s'appelle David Choquehuanca, et qui, comme son nom l'indique, lui représente vraiment le secteur indigène de bolivien. Donc c'est vraiment un retour au pouvoir et assumer la dimension indienne, populaire, plébéienne, indienne, qui a été si malmenée par l'opposition et réprimée depuis un an par le gouvernement de Jair Inés, qui reprend donc le pouvoir par une vague démocratique qui est finalement, et je vais en arriver à ma deuxième partie, qui est finalement la meilleure arme et sur laquelle on va pouvoir compter Arce pour s'affronter aux défis qui sont devant lui, et ils sont nombreux. Alors, Luis Arce, dans ces conditions rocambolesques et de rupture et d'instabilité politique et de polarisation, j'insiste encore sur ce terme politique entre le MAS et ses oppositions de droite, Luis Arce est arrivé au pouvoir il n'y a pas très longtemps, il a été élu le 18 octobre, il a pris ses fonctions le 8 novembre, hein, donc ça fait même pas un mois, donc c'est un peu difficile pour l'instant de faire le bilan de son œuvre. En tout cas, on peut voir les défis qui sont devant lui. Premier défi, évidemment, c'est la question de la crise sanitaire, comme partout ailleurs. La Bolivie est un pays qui est quand même assez touché par rapport à sa population, hein, par le coronavirus, même si ce n'est pas le pays le plus touché. Mais aujourd'hui, on a 145 000 cas recensés en Bolivie et à peu près 9 000 morts à déplorer dans ce pays. Ce qui fait quand même de la Bolivie un des pays qui est dans le classement des 20 pays au monde les plus touchés quand on fait les décomptes à partir du nombre de morts pour 1 million d'habitants. La Bolivie dans les 20 premiers au niveau mondial, donc c'est quand même un pays qui est sérieusement affecté par cette pandémie qui n'est pas terminée. La Bolivie espère pouvoir compter sur des vaccins là à partir du début de l'année, on va voir comment ça se passe. Donc évidemment, il y a la pandémie. Mais au-delà, hélas, des gens infectés par cette saleté, c'est les conséquences économiques qui sont et sociales qui vont être catastrophiques pour la Bolivie comme d'autres pays. Mais je vais y revenir après, parce que je voudrais reprendre le fil des défis. Alors, la crise sanitaire, ça c'est l'urgence. L'autre défi, il est politique, d'abord aussi pour Morales, Luis Arce décidément, c'est celui d'un pays qui est divisé, pour ne pas dire fracturé. Il a gagné l'élection avec 55% des voix. Enfin, il y a quand même toujours deux blocs qui se font front, des plaies qui ne sont pas pensées, des blessures, des confrontations qui continuent très fortes. Le pays n'est pas du tout apaisé, hein. Le pays, c'est son défi, c'est de retrouver les voies d'un apaisement minimal pour qu'il puisse fonctionner, pour qu'il puisse faire face justement à la pandémie et aux autres défis. Mais en tout cas, cette polarisation est aujourd'hui très vive. On a aujourd'hui encore, en préparant la conférence ce soir, je voyais que le groupe parlementaire de l'opposition a décidé de boycotter plusieurs séances du Congrès bolivien parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les règles électorales et les règles de prise de décision pour voter les lois. Donc c'est tendu, hein, c'est vraiment tendu. Il y a une extrême droite qui est très vive, qui est très forte. Et puis, dans cette situation-là, donc pour Luis Arce, l'idée c'est de gouverner pour tous les Boliviens, et ça ne va pas être simple vu le passif qu'il y a à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, dans ce cadre-là, un élément important, me semble-t-il, à souligner, c'est le rapport de ce gouvernement avec l'institution militaire et l'institution policière. Deux institutions qui ont été partie prenante du coup d'État contre le MAS et contre Evo Morales en particulier. Que va-t-il se passer maintenant? Ça, c'est une question. Luis Arce a repris les choses en main. Il a changé très rapidement. Parmi les premières décisions qu'il a prises, il y a eu deux types de décisions qu'il a prises dès qu'il est arrivé au pouvoir, le 8 novembre. C'est d'abord de systématiser, d'augmenter, de maintenir, de prolonger dans le temps les systèmes d'urgence d'aide des bons alimentaires pour les Boliviens qui sont affectés par la crise sanitaire. Et puis l'autre décision, c'est qu'il a en quelque sorte changé les chefs, une partie des chefs de l'armée, et il a annoncé qu'il n'y aurait pas d'impunité pour les militaires ni pour les policiers par rapport à la répression et les morts et les blessés et les emprisonnements et les persécutions politiques
dont ont été victimes une partie de la population bolivienne avec les événements de 2019. Et donc, il a dit aux policiers et aux militaires qu'il n'y aurait pas d'impunité et que son gouvernement ne couvrirait pas ce qui s'est passé et que les responsables seront traînés devant les tribunaux, ce qui n'est pas une déclaration facile d'apaisement pour un président nouvellement élu. Et comme je vous le disais il y a quelques minutes, il peut le faire parce que son seul va-tout, c'est finalement l'appui populaire, le vote populaire. C'est 55% de Boliviens qui ont voté pour lui et qui lui permettent peut-être d'empêcher que l'armée et la police, de nouveau, se retournent contre lui à peine élu. Mais il va falloir suivre ça parce que c'est pas évident. La police et l'armée montrent des signes d'agacement et montrent des signes aussi de menaces contre ce gouvernement nouvellement élu et considèrent avoir fait son travail et fait ce que lui commandait de faire eh bien, la Constitution et puis plus tard le gouvernement de Jeanine Agnès et donc refuse d'assumer d'une certaine manière ces agissements pendant les événements et pendant l'année du gouvernement de facto. Et je vous parle à ce moment-là, si vous prenez là maintenant les dernières déclarations du nouveau président bolivien, et même par tweet, etc., vous allez voir que beaucoup concernent cette question du rapport avec les forces militaires et la police. Et donc, il va falloir suivre ça, parce qu'évidemment, au sein des forces militaires et de la police, il y a beaucoup d'éléments pro-opposition, hein, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et donc, il faut certainement s'attendre à des tensions et peut-être des limogeages au sein des forces militaires et de la police pour que ces dernières soient loyales au gouvernement et à la Constitution bolivienne. Donc ça, c'est un premier point. Donc le deuxième point, je vous l'ai dit, c'est l'économie, après le politique. Le pays vit une déflagration, mais alors là, par contre, comme tous les pays latino-américains, ce n'est pas le sujet ce soir, mais sachez que ce que je vous dis pour la Bolivie est une illustration parmi tant d'autres que nous pourrions faire, puisque l'Amérique latine est l'épicentre mondial de la crise de Covid, et que l'Amérique latine va être tout simplement la région qui va connaître la plus grosse crise économique et sociale sur la planète, et qui va souffrir le plus des conséquences économiques et sociales de la pandémie, puisqu'elle va connaître, et les mots ne sont pas de moi, mais de la secrétaire générale de la CEPAL, qui est la Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe, qui dit que cette crise économique et sociale liée à la pandémie n'a pas de précédent historique en Amérique latine. Il n'y a jamais eu une crise comme il y en a une qui va arriver là, dans la région. Pour la Bolivie, ça veut dire quoi? Ça veut dire une estimation de la récession pour 2021 à moins 11%, une rétraction de l'économie et de la production de 11% en Bolivie. C'est énorme. Ça veut dire une explosion du déficit budgétaire à plus de 12%. Et donc derrière ça, des questions vertigineuses d'endettement de l'État et de paiement de sa dette, de retourner dans une espèce d'endettement de la dette publique dont le pays était sorti. Et ça veut dire, hélas, un retour fracassant de la pauvreté et des inégalités dans un pays qui, même s'il a largement combattu ces fléaux, reste le pays le plus pauvre d'Amérique du Sud. Et donc, pauvreté, inégalité, déficit budgétaire, endettement de nouveau de l'État, et puis baisse des ressources avec l'effondrement de l'économie lié d'abord, avant toute chose, à l'effondrement de l'économie internationale et de la demande internationale de ressources naturelles et de matières premières qui sont les activités de l'économie bolivienne, comme d'ailleurs sud-américaine par extension. L'économie bolivienne, comme vous le savez, est essentiellement basée sur ses exportations de minerais, de gaz et de lithium en particulier. Et la demande mondiale va s'effondrer mécaniquement par la récession attendue en Europe, aux États-Unis, la baisse très importante de la croissance chinoise, qui est un des principaux partenaires économiques de la Bolivie. Et puis, comme ça ne suffisait pas, non seulement les volumes, la demande va s'effondrer, mais aussi les cours des matières premières vont connaître une extrême volatilité, en particulier celle du gaz ou du pétrole, et des cours de matières premières que ne maîtrisent pas du tout les Boliviens, puisque ces derniers sont fixés par le marché international et par la demande mondiale sur lesquels les Boliviens n'ont aucune prise. Donc, il faut s'attendre à une déflagration économique qui va être
le principal défi, en plus du politique et de la polarisation, du gouvernement d'Arce. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on voit en Bolivie eh bien, un économiste prendre la tête du pays, comme on verra peut-être dans d'autres pays, ce n'est pas le thème de ce soir, mais comme l'Équateur, ou aussi le candidat qui prétend reprendre le contrôle du pays en février 2021, issu du progressisme de Rafael Correa, du cycle de Correa, est aussi un jeune économiste, parce que la première contrainte et le premier défi de tous les gouvernements défis qui vont déterminer leur capacité de survie politique très rapide, ça va être la question économique et la gestion de cette crise économique. Alors, que nous dit Luis Arce en la matière? Il nous dit ce qu'il peut dire. L'appareil de production bolivien a été affecté par la crise, donc il faut le remettre en place. Il dit qu'il veut maintenir le modèle social communautaire productif, on l'appelle comme ça là-bas en Bolivie, le modèle social communautaire productif, c'est-à-dire une sorte de capitalisme à la fois très, très moderne, très inséré au capitalisme international, et puis en même temps un mode de production avec, si vous voulez, une forte présence de l'État par les nationalisations, une gestion aussi des entreprises et de leur rente distribuée auprès des communautés sociales boliviennes, en particulier indiennes. Donc il dit qu'il veut maintenir ce système, parce qu'il dit que ce système est celui qui a fait ses preuves en Bolivie. Donc il veut maintenir à la fois une augmentation de la production des ressources naturelles boliviennes, il veut maintenir un haut niveau de redistribution sociale, et il veut maintenir une forte implication des communautés indigènes dans la gestion de ces ressources et des entreprises. En même temps, M. Arce, mieux que tout le monde, sait les limites de l'autonomie bolivienne dans ce système économique international, et d'autant plus dans sa crise, puisque l'économie bolivienne dépend tout simplement, je vous l'ai déjà dit, de son environnement et des marchés internationaux. Bon, donc ce n'est pas le gouvernement bolivien qui a les réponses sur que vont demander les bailleurs internationaux, les organisations financières internationales, lorsqu'il va s'agir de demander des intérêts de la dette. Est-ce qu'il va falloir que la Bolivie demande de l'argent plus au FMI ou plus à la Chine? Avec quelles conséquences politiques? Comment rembourser la dette? Faut-il la rembourser? Toutes ces questions sont posées. Moi, je n'ai pas la réponse, mais c'est celles qui sont posées à Luis Arce pour les mois qui viennent. Le président bolivien va devoir aussi attendre de voir les décisions qui sont prises par d'autres que lui, en particulier, je vous l'ai dit, les institutions financières internationales, les bailleurs de fonds, les États puissants, comme la Chine. Il va devoir voir aussi dans quelle mesure des décisions vont être prises au niveau international pour gérer les questions des dettes multilatérales, enfin toute une série de choses sur lesquelles la Bolivie, en réalité, n'a aucun poids autonome. Et elle va dépendre de décisions d'autres, qui sont plutôt les grandes puissances américaines et européennes, et donc chinoises. Et c'est ça, le cocktail de tout ça, qui va nous dire dans quelle mesure les choix de Luis Arce et les orientations vont être réalistes, réalisables et aussi gagnantes dans la période qui va s'ouvrir. Ça, c'est le gros défi. Un autre défi, pour Luis Arce, ça va être de gérer aussi donc le coronavirus dans son temps long, en tant que maladie sanitaire. Je veux dire simplement dans la gestion des malades, donc la question des vaccins. Arce promet des vaccins, une campagne de vaccination au premier trimestre 2021. Il négocie actuellement. La Bolivie n'est pas en mesure de produire un vaccin. Elle est en mesure de se fournir en vaccins, et la Bolivie compte sur ses bonnes relations, en tout cas celle de Luis Arce, j'en dirai un mot après sur la géopolitique régionale, avec l'Argentine et le Mexique, donc les deux autres pays qu'on pourrait qualifier de progressistes, quoique tout ça demanderait beaucoup de discussions, pour obtenir des vaccins, puisque l'Argentine et le Mexique sont à la tête d'une opération en Amérique latine visant à produire et distribuer avec la société AstraZeneca anglaise un vaccin accessible à 4 $ la dose,
pour d'abord leur pays, mais aussi toute l'Amérique latine. Donc il y a un vrai consortium tout assez passionnant à décrypter, ce qu'on ne va pas faire là. Mexique, Argentine connaît, eux, des capacités de production de vaccins avec un laboratoire AstraZeneca pour couvrir la zone, et la Bolivie s'inscrit un peu dans le carnet de commandes, si je puis dire, de cette opération avec ses bons partenaires argentins et mexicains pour avoir le vaccin. En même temps, les Boliviens, avec Luis Arce, tentent d'en avoir auprès de la Russie et de la Chine. Donc vous voyez que les relations, il y a une géopolitique du vaccin, si je puis dire, qui fait que la Bolivie s'ancre à la fois auprès de ses partenaires avec lesquels elle a des affinités politiques, Mexique et Argentine, et après auprès de ses partenaires stratégiques plus globaux que sont les Chinois et les Russes. Et donc c'est là que, avec eux, que la Bolivie espère aujourd'hui pouvoir commencer à opérer une campagne de vaccins de masse à partir du premier trimestre 2021. Puis enfin, on peut peut-être considérer que le retour, la présence d'Evo Morales, c'est aussi une question pour Luis Arce. Il fut son ministre de l'économie pendant tant d'années. Il est aujourd'hui élu président massivement sur son nom. Et en même temps, l'ancien président victime du coup d'État est revenu en Bolivie 3 jours après la prise de fonction d'Evo Morales. Il est rentré en Bolivie le 11 novembre, il faut dire de manière assez triomphale, assez incroyable, puisque quand Morales est revenu en Bolivie depuis l'Argentine, il y avait une caravane humaine hallucinante, puisque des millions de Boliviens ont en fait accueilli leur président, leur ancien président, et il reste aujourd'hui une figure incontournable, disons en Bolivie, auprès de la population bolivienne. On peut même dire que s'il avait été critiqué, s'il avait perdu des soutiens un peu avant l'élection, il semblerait aujourd'hui que son aura et sa popularité ait retrouvé beaucoup de vigueur quand on voit comment il est revenu dans son pays. Que va-t-il faire aujourd'hui? Il dit qu'il veut laisser travailler Luis Arce le gouvernement, il ne veut pas peser, il n'est pas dans le gouvernement. On peut remarquer qu'il n'y a pas de proche de Morales au sein du gouvernement de Luis Arce, vraiment au cœur, disons, du noyau de Morales. Mais Morales va reprendre la tête du parti, du MAS. Donc, on va avoir une situation où Morales va diriger le parti et Arce va diriger le pays. Bon. Donc, tout ça, va falloir le suivre aussi parce qu'on sait que les équations ne sont jamais simples, les égos sont toujours forts, surtout avec des personnalités qui ont une telle importance et poids historique. Et le modus operandi entre le chef du pays et le chef du parti va devoir être précisé dans les mois, les semaines à venir. Et c'est ça aussi qui peut constituer un des défis de M. Morales. Alors, comme je vois que le temps file, je voudrais juste un petit peu conclure pour qu'on ait le temps d'un débat et de répondre, si je le peux, à vos questions. 2 ou 3 éléments comme ça un peu que je plante sur l'aspect régional. Luis Arce indique avec sa victoire que en fait, le scénario politique latino-américain est en constante évolution et oscillation. Beaucoup de commentateurs avaient rapidement pronostiqué la fin des gauches en Amérique latine au profit d'un cycle des droites qui serait revenu naturellement au pouvoir. On voit qu'il n'en est rien. On voit qu'en Amérique latine, il y a surtout un cycle d'alternance politique où quand il y a des élections, en général, les gouvernements sortants sont sanctionnés parce que les gouvernements n'ont pas réussi à solutionner les problèmes économiques et sociaux lourds de la région entamés depuis l'après 2008. Et puis en plus est arrivée cette crise du Covid qui là littéralement projette la région dans un cataclysme économique. Et donc on voit surtout que quand il y a une élection, il y a des alternances qui ont été profitables à la droite dans les années 2015-2018, mais qui aujourd'hui remettent des gouvernements de centre-gauche ou progressistes au pouvoir. On l'a vu en Argentine avec Alberto Fernandez, on l'a vu avec López Obrador au Mexique, et on l'a vu de nouveau avec le retour au pouvoir de la gauche en Bolivie. On va peut-être le voir en Équateur, je vous le disais rapidement, en février 2021, puisqu'il y aura une élection présidentielle. Et donc, on va voir aussi dans d'autres pays, puisqu'il y aura des élections au Pérou, il y aura des élections au Honduras, il y aura des élections au Chili aussi en 2021 en Amérique latine. Donc le scénario politique est ouvert et c'est ce que nous montre bien l'élection de Luis Arce en Bolivie. Aujourd'hui, il y a de nouveau finalement une coalition qui se forme avec Mexique, Argentine, Bolivie,
Bolivie, dont les premiers actes géopolitiques en matière de politique étrangère, en tout cas de Luis Arce, c'est quoi? C'est la reconnaissance immédiate et la reprise des relations diplomatiques avec Cuba qui avait été coupée par le gouvernement de Madame Agnès. La première chose qu'a fait Luis Arce, c'est de rétablir les relations avec la Havane, avec Caracas, avec le Venezuela de Nicolás Maduro, la Bolivie reconnaît la légitimité présidentielle de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro a été invité à la prise de fonction de Luis Arce. Il n'y est pas allé, mais a envoyé son ministre des Affaires étrangères, qui a été en Bolivie au moment de la prise de fonction. C'est un geste politique fort. La Bolivie soutient donc Nicolás Maduro. Evo Morales était hier à Caracas pour les élections législatives vénézuéliennes. Donc voilà, il y a une politique très claire, des axes qui sont posés par la Bolivie de Luis Arce. Luis Arce tient à distance Washington. Il veut des relations cordiales avec Washington, mais Washington, eh bien, il les considère comme toujours avec Morales avant lui, comme une puissance déstabilisatrice qui cherche à se débarrasser du gouvernement populaire bolivien. Les relations boliviennes sont donc bonnes avec les pays que je vous ai cités au niveau régional. Elle s'inscrit dans la recherche d'une relance de l'intégration régionale sud-américaine avec l'Union des Nations sud-américaines qui a été dépecée par le Brésil de Jair Bolsonaro, la Colombie de Ivan Duque, le Chili de Sébastien Piñera, et donc la Bolivie de Madame Agnès, qu'en est sortie l'Union des Nations sud-américaines. Luis Arce veut la relance de l'Union sud-américaine, des nations sud-américaines, et relancer donc cette intégration en n'y mettant pas de côté du tout Cuba, le Venezuela, etc. Bien au contraire. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, mais ça veut dire que c'est ça leur position. Et au niveau international, donc, des relations minimales avec Washington, cordiales avec les Européens, mais sans attendre les Européens outre mesure, et des relations plutôt bonnes et qui vont continuer de se développer après la pause, si j'ose dire, du coup d'État d'opposition avec la Russie et la Chine. Donc, voilà en gros la carte géopolitique dans laquelle s'inscrit aujourd'hui la Bolivie pour le principe des relations internationales et celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures et de la souveraineté des États. Et donc c'est autour de ça que se forge la politique étrangère bolivienne telle qu'on peut la comprendre aujourd'hui. Et on va voir encore une fois, puisque nous sommes à peine à 3 semaines, un mois de ce nouveau gouvernement bolivien. Voilà, je me propose de m'en arrêter là et puis de discuter avec vous de tout ce que vous voulez. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Ventura. Alors, on va commencer par une première question qu'on avait préparée juste avant la conférence. Il y a une crise que vous n'avez pas mentionnée, si je puis dire, comme ça, un défi. C'est celui du réchauffement climatique, notamment dont la Bolivie est extrêmement touchée, notamment à travers la fonte de ses glaciers. Donc, face à ce risque environnemental, quelle va être la politique de Luis Arce? Va-t-il se relancer un peu sur les mêmes bases qu'Evo Morales, notamment sur la politique de l'eau, où ça va être accéléré? Est-ce qu'il va y avoir du changement ou ça serait dans la continuité un peu d'Evo Morales? Alors, Victor, vous voulez qu'on fonctionne comment? Je réponds une par une ou on fait des petits paquets de questions et je réponds ensuite? C'est vous qui me dites. Hein. Mieux vaut qu'on fasse une par une pour l'instant, je pense. Et après, s'il y a des questions qui sont à grouper, on les groupera, je pense. On fera ça comme ça. Okay. Très bien. Alors, je crois que c'est un peu tôt pour vous répondre. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas noté, en tout cas, dans les déclarations du nouveau président, des indications bien claires, en particulier sur la question de l'eau. Tout porte à penser que la continuité va être de mise. Il n'y a pas de raison de voir des ruptures en la matière, donc je pense que ça va continuer. L'engagement climatique de la Bolivie, il est connu, il est assumé, et Luis Arce, de ce point de vue-là, va s'inscrire dans le multilatéralisme dont il est l'un des adeptes. Il est donc pour la continuité des négociations multilatérales, sur les grands sujets
internationaux, à commencer par la question climatique. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de rupture, il va y avoir une continuité, tout à fait. D'accord, merci. Moi, j'aurais une deuxième question. Vous avez mentionné le lithium. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de la façon dont le lithium est exploité et comment ça a évolué sous la présidence par intérim de Jeanine Áñez et s'il va y avoir des changements sous celle de Louis Arce? Alors, vous expliquez le process de l'exploitation du lithium. Je suis pas forcément hyper compétent techniquement là-dessus. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Alors d'abord, là aussi, il faut jamais oublier, je me souviens, je les ai plus en tête, mais il y a plusieurs enquêtes dans le monde diplomatique qui traitent la question du lithium bolivien, hein. Donc je vous y renvoie, bien évidemment. Je ne les ai pas en tête, je m'en excuse, mais c'est sûr, je sais très bien qu'il y en a sur la question du lithium. Alors, je vous signale aussi un documentaire là, qui est vachement bien, qui est passé sur Arte récemment, qui s'appelle Quel est le vrai coût de la transition écologique? Je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et alors, ce n'est pas sur la Bolivie, c'est sur la question en général. Mais alors, il y a un focus qui est vraiment très intéressant sur le lithium bolivien, qui est un des exemples justement un peu qui est donné sur et où vous voyez comment ça se passe en fait la, la filière industrielle du lithium, de l'extraction, de la production jusqu'à la distribution. Et comment à travers ça, la Bolivie sous Morales, et Arce s'inscrit complètement dans les pas là-dessus de Morales, non seulement essaye de profiter de cet avantage en ressources naturelles, mais essaye aussi de maîtriser, si vous voulez, toute la chaîne de production et de la chaîne technologique qui peut permettre à la Bolivie de passer le stade simplement de pays où on vient l'extraire à de pays qui sait le faire tout seul, qui peut le faire comme elle le souhaite et qui devient finalement un acteur du jeu international à travers la maîtrise des technologies et de la chaîne de production du lithium pour finalement occuper l'espace qui était avant occupé par des multinationales étrangères. Donc c'est surtout ça la stratégie du gouvernement bolivien, c'est d'être maître finalement et de la ressource, de sa production et de sa distribution au niveau international pour peser justement dans les négociations internationales sur eh bien, cette ressource dont vous savez à quel point elle est déterminante pour toute l'industrie des hautes technologies mondiales, puisque sans lithium, il n'y a pas enfin, il y aurait beaucoup moins de possibilités sans lithium de toute la motorisation électrique, des batteries en tout genre qui sont au cœur de l'industrie des technologies, des ordinateurs, des téléphones, mais aussi des satellites et de l'armement, par exemple. Alors après, je ne sais pas si c'est ça dont vous vouliez discuter, Vladimir, aussi, mais tout ça est sujet à de nombreux débats entre les pour, les contre, ceux qui pensent que l'exploitation du lithium détruit l'environnement et la nature, que ça ajoute in fine aux problèmes climatiques, que ça enferme la Bolivie dans un modèle de développement primarisé ou qui est basé sur l'exploitation. Voilà, merci pour les articles qui arrivent du Diplo, absolument excellent d'ailleurs, sur tous ces sujets-là, et qui considère que du coup ça emprisonne la Bolivie dans un modèle de développement lié à l'extraction des matières premières, sans autre développement, que c'est néfaste pour l'économie, pour la société, pour les communautés indiennes, pour l'écologie, et que ça, disons, enferme aussi le pays dans une dépendance à ces chaînes de production-là, une dépendance technologique et capitale, des capitaux aussi, excusez-moi, internationaux pour financer tout ce pan d'activité. Mais la stratégie du gouvernement bolivien, qu'on voit bien encore une fois dans le documentaire, c'est non pas de changer la nature du modèle de développement, mais plutôt d'essayer d'en être plus souverain et justement de pouvoir en maîtriser les différentes facettes. Donc tout ça, c'est des discussions qui entourent ce modèle bolivien. Il y avait une autre question un peu dans la même verbe, c'est concernant le modèle économique bolivien qui repose essentiellement sur le secteur extracteur énergétique. Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes ensuite parce que à qui la Bolivie vend-elle ses ressources? N'est-elle pas ainsi dépendante de ses acheteurs? Et le cas échéant, est-ce qu'on peut craindre un scénario économique à la vénézuélienne pour la Bolivie?
Si, c'est bien ce que je disais hein, pour la première partie de la remarque et de l'observation. Oui, c'est le risque. Le risque, c'est que la Bolivie soit enfermée dans un modèle de développement qui est celui-là. Tout à fait, et ce qui a été dit, donc je ne développe pas, c'est le risque, c'est clair. Alors après, est-ce que la Bolivie, non, je ne crois pas du tout que la Bolivie soit aujourd'hui dans une situation à la bolivienne. La Bolivie est dans une situation à la sud-américaine. Vous savez, tous les pays sud-américains ont le même problème. La Bolivie, c'est le lithium et le gaz. Le Venezuela, c'est le pétrole. Le Brésil, c'est le soja, les céréales et les produits agricoles. L'Argentine, c'est le soja et la viande. Enfin, on pourrait comme ça utiliser tous les exemples. Ce sont des pays dont le modèle de développement est effectivement un modèle extractiviste basé sur les ressources naturelles. Et donc, ils sont dépendants de ce modèle, qui est un modèle à faible valeur ajoutée, historiquement, qui est un modèle de dépendance qui plonge ces pays dans une relation subalterne dans l'ordre économique international. Tout ça, c'est la vérité. Et la Bolivie, de ce point de vue-là, elle a cela. Mais ce que vous répondrez aux les gens qui défendent, entre guillemets, ce modèle, c'est de dire oui, mais nous, ce qu'on a fait, c'est que d'une part, on en a modifié les termes dans le sens où ce modèle ne sert plus à générer une rente qui part aux multinationales, mais une rente qui part à l'État. Et grâce à ça, on a pu développer notre pays et lutter contre la pauvreté et moderniser notre pays. Et en plus, on essaye aujourd'hui de mettre des conditions avantageuses pour nous, pour avoir la souveraineté technologique, pour avoir de plus en plus les moyens financiers, les capitaux qui nous permettent de nous passer justement de l'entremise des capitaux internationaux pour aller vers plus d'indépendance et de souveraineté sur nos ressources, pour aller dans un modèle économique de transition qui, à un moment donné, peut-être se détachera de ça, mais pour l'instant, eh bien, dans une transition longue, on doit assumer ça pour eh bien, développer notre pays qu'on a tant besoin. C'est ce que diraient les défenseurs, finalement, c'est ce que vous dirait Louis Sarcé, grosso modo. Hein, aujourd'hui, il est probable que les deux choses soient vraies en même temps. C'est un peu difficile. Alors, quant à la question vénézuélienne, non, je ne crois pas du tout. Pour que la Bolivie soit une situation vénézuélienne, il faudrait plusieurs choses. Il faudrait d'abord que le pays connaisse, bon voilà, disons une fracture et un coup d'État, enfin un coup d'État, en tout cas une fracture politique avec une délégitimation des institutions, des batteries de mesures restrictives, de sanctions internationales qui asphyxieraient l'économie comme c'est le cas aujourd'hui. Il faudrait que la Bolivie ait une gestion de ses ressources et de ses financements qui est organisée aussi le dépérissement des investissements et de la porosité et comment dirais-je des entreprises publiques, etc. Comme ça s'est passé au Venezuela. En Bolivie, pas du tout. On est au contraire dans une gestion très très orthodoxe des secteurs industriels, etc., qui fait qu'il n'y a pas, à mon avis, de comparaison possible aujourd'hui. Alors, personnellement, je voulais encore vous remercier pour cette conférence. Alors là, notre but, du coup, c'est de relayer les questions qu'on a eues pendant votre exposé. Je vous propose d'en regrouper deux. Alors d'abord, que sont devenus les anciens partis de gauche, notamment, donc je lis le MIR, et en deuxième temps, comment situez-vous le régime bolivien par rapport à Cuba et au Venezuela? Est-ce que Louis Sarcé est-il plutôt marxiste ou social-démocrate? Ah, alors le MIR aujourd'hui, si je vous dis pas de bêtises, mais alors je suis pas sûr de bien être sûr de ce que je vais vous dire moi-même, je vous le dis, je vous l'avoue. Le MIR, me semble-t-il, a une partie qui est toujours en dehors, enfin qui est autonome, qui est un parti toujours. Et puis il y a quand même une bonne partie, me semble-t-il, des cadres et des militants de ce parti. Le MIR, c'est un peu l'extrême gauche en fait, hein, en Bolivie, qui sont, si ce n'est dans le MAS, en tout cas qui appuient le MAS dans les élections. Mais il est probable que le MIR, dans l'épisode de la, comment dirais-je, de la reconduction de l'élection de Morales lors du référendum 2016, le MIR avait fait campagne contre la réélection de Morales. Je pense que c'est à peu près ça le schéma. Et sur, bah oui, non, non, alors, est-ce que Louis Sarcé, je dirais que c'est un marxien.
si vous me permettez l'expression, je ne sais pas si elle vous dit quelque chose à certains. C'est quelqu'un qui est d'obédience, dont le logiciel marxiste en termes d'analyse économique du capitalisme, en termes de dialectique, de matérialisme historique, ça fait partie de sa structure de pensée. C'est quelqu'un qui qui a ça dans son logiciel, c'est très clair, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une gestion, j'ai envie de dire, qui a toujours une action dans l'économie qui est celle, disons, d'un social-démocrate conséquent, c'est-à-dire Arcé n'a jamais prôné la collectivisation des moyens de production. Il a prôné l'intervention de l'État, l'acceptation du jeu capitaliste de l'économie de marché dans un cadre régulé, fort, et avec une action et une participation de l'État dans le système capitaliste et l'économie, au point de faire que l'État soit dominant face à des conglomérats privés. Donc de ce point de vue-là, c'est pas un libéral, c'est encore moins un néolibéral, mais c'est pas un marxiste au sens, disons, catéchiste, enfin un peu du catéchisme, disons, du socialisme réel tel qu'il a été pratiqué dans l'Union soviétique. C'est pas ça. Mais oui, le marxisme fait partie de son logiciel et de son, disons, de sa de sa vision de l'économie, ça c'est certain. Ensuite, nous avons eu des questions sur les relations entre la Bolivie et la France. Quelles sont les relations entre les deux pays et quelle est la vision de la France sur le gouvernement de Jeanine Áñez et sur les nouvelles élections? Alors, les gouvernements de la Bolivie et de la France, on ne peut pas dire que ce soit des relations hyper étroites. Hein. C'est pas à la fois de Paris et de La Paz, les deux pays ne sont pas des interlocuteurs prioritaires dans leur vision du monde. Ça, c'est en général. Ces dernières années, elles ont été détériorées, les relations de la France et de la Bolivie. Elles ont quand même connu un moment assez intéressant, assez fort, mais qui n'est pas lié tellement au président français de l'époque, puisque Morales, finalement, a connu trois présidents. Il a connu Nicolas Sarkozy, il a connu François Hollande, et un tout petit peu le temps de Emmanuel Macron. Mais Morales était très copain avec quelqu'un qui est décédé, qui était Danielle Mitterrand, la femme de François Mitterrand, l'ancien président Mitterrand, et a toujours eu de très très bonnes relations avec elle, en particulier autour de la question de l'eau. Et Morales est beaucoup venu en France avant d'être président et après qu'il soit président, dans le cadre de cette amitié qui le liait à Daniel Mitterrand. Donc il y avait une relation à la France qui passait quand même un peu. La relation était plutôt limitée. Avec Sarkozy, je ne crois pas qu'il y en a eu vraiment spécialement, quoique. Enfin, si, en fait, il y en a eu quand la France, à travers M. Bolloré, s'intéressait de très près au lithium bolivien. Et Bolloré, avec l'appui de Sarkozy, avait justement tenté une opération en Bolivie pour séduire Morales pour que Bolloré puisse avoir une exploitation privilégiée du lithium. Ça ne s'est pas fait. Morales a finalement conduit Bolloré sur le lithium. Et à partir de là, les relations entre la France et la Bolivie sont devenues une portion congrue. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sous Hollande, elles se sont par contre dégradées, les relations, en particulier avec un épisode assez malheureux où, là aussi c'est discuté, on ne sait pas exactement les circonstances, mais en tout cas, c'était en 2016, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être en 2016, ou 2015, j'ai un doute, excusez-moi. Morales rentrant de Vienne, non pas en France mais en Autriche, où il avait participé à une conférence internationale sur la lutte contre les drogues, l'économie des drogues. En rentrant de Vienne dans son avion, l'avion a été intercepté au-dessus du territoire français par le gouvernement français, intercepté et interdit de passer l'espace aérien français parce que
des rumeurs supposaient que dans l'avion présidentiel de Morales était également assis Edward Snowden, recherché par les États-Unis pour trahison à la patrie, pour ce que vous savez, le lanceur d'alerte, etc., etc. Bon. En fait, Snowden n'était pas du tout dans l'avion présidentiel, tout ça était une sorte de parano des Américains, hélas relayé par le gouvernement français, qui a cru, en faisant ça, eh bien, envoyer un signal de solidarité avec Washington, sauf qu'évidemment, Hollande a perdu 2 fois. Une première fois parce que Snowden n'était pas du tout dans l'avion présidentiel, et puis une deuxième fois parce qu'évidemment, Morales s'est senti traité comme un délinquant, comme pas du tout comme un président d'un pays souverain. Et donc, les relations entre la France et la Bolivie s'en sont quand même senties assez refroidies, même si déjà n'étaient plus très bien hautes. Et Hollande, ou à l'époque son ministre des Affaires étrangères, ont dû un peu péniblement adresser des excuses au gouvernement, comment dirais-je, je lis le Gérard là, on peut en parler, hein. Donc voilà, il y a eu des excuses un peu entre comme ça, un peu de la France, et donc voilà. Mais les relations là. Quant à Emmanuel Macron, le président actuel, c'est-il seulement où se trouve la Bolivie? J'en suis pas sûr. Et en tout cas, il a reconnu le gouvernement de Jeanine Agnès. Oui, alors je profite de répondre à Gérard sur le Venezuela-Cuba. Catéchisme, non, c'est une façon de parler. Enfin, je veux dire, je parlais de l'URSS, je parlais de la planification, de la collectivisation des moyens de production, etc. C'est ça que je voulais dire. Les relations entre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les relations entre Arce, la gauche bolivienne, Cuba et le Venezuela sont des relations de fraternité, de soutien et de solidarité politique, puisque j'ai oublié de le dire, rappelez-vous quand même que la Bolivie est membre fondateur de l'ALBA, hein, l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, précisément avec Cuba, le Venezuela et l'Équateur à l'époque de Rafael Correa, et la Bolivie veut la relance aussi de l'ALBA, donc avec la Havane et Caracas. Alors, une autre question, c'est par rapport à un autre gouvernement qui vient de se faire élire, mais cette fois aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Joe Biden pour Luis Arce? Est-ce que ça va changer quelque chose dans les rapports ou probablement pas? Alors, je suis un peu dans des hypothèses qu'il faudrait vérifier, je ne prétends pas, c'est mon opinion. Luis Arce et le gouvernement bolivien n'attendent rien des États-Unis. Pour eux, que ce soit... Ah oui, Macron a reçu Morales en 2019. C'est-à-dire, Monsieur Quispé, là, je ne suis pas. Il me manque un élément, alors. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, Luis Arce n'attend rien de Washington, a priori. Washington est considéré comme une puissance déstabilisatrice à prétention hégémonique qui fera tout ce qu'elle peut toujours pour déstabiliser un gouvernement populaire en Bolivie. Et donc, les relations sont de ce point de vue-là minimales. Vous savez que sous Morales, des diplomates américains ont été expulsés des États de la Paz. Arce pense que les Américains, ce qui les intéresse en Bolivie, c'est le lithium, justement, c'est les ressources naturelles, et qu'ils aimeraient que ces dernières aillent plutôt vers les États-Unis que vers la Chine et la Russie, par exemple. Donc, la ligne de Arce, c'est celle de ne pas complaire aux intérêts américains en Bolivie. Donc ça, c'est le terrain de base. L'analyse des Boliviens, c'est qu'il y aura certainement des modifications dans l'approche, dans la diplomatie, dans la stratégie de l'administration Biden, qui sera différente de celle de Trump, mais que sur le fond, le projet américain est le même, et que c'est pour eux la soumission de l'Amérique latine à la sphère d'influence nord-américaine. Et ça, le gouvernement de Luis Arce s'inscrit contre ça. Donc ça, c'est le schéma. De l'autre côté, à Washington, à ma connaissance, Biden n'a pour l'instant pas dévoilé ses intentions sur la Bolivie. Le président américain a dévoilé ses intentions sur l'Amérique centrale, les pays
le Guatemala, Honduras, Salvador en particulier, sur le Mexique, sur Cuba, sur le Venezuela, où le président Biden considère que Trump a affaibli les États-Unis dans le dossier vénézuélien, qu'il a renforcé Maduro, mais il considère que le Venezuela reste un problème de sécurité nationale pour les États-Unis, donc il n'y a pas de changement de nature par rapport à Trump là-dessus. Et Cuba, c'est la grande question. Au début, il a voulu s'inscrire au retour à l'époque d'Obama avec la normalisation, dont il fut l'un des acteurs d'ailleurs, hein, Biden lui-même. Mais dans la fin de campagne, il a durci les propos contre Cuba. Et après, en particulier, puisque la Floride a voté massivement, enfin a voté pour Trump, et pour l'équipe démocrate, c'est pas bon, en vue des élections de midterm déjà qui vont se tenir dans 2 ans. Et donc, il durcit ses discours sur Cuba. Donc, on va voir ça là. Mais sur la Bolivie, Biden, à ma connaissance, aujourd'hui, n'a pas de plan pour la Bolivie. Alors, une autre question qui était à peu de choses près en rapport, en tout cas, qui tenait aussi des États-Unis. Que pensez-vous des alliances commerciales entre les pays progressistes de l'Amérique latine pour justement s'émanciper des rapports de domination, notamment économique, vis-à-vis des grandes puissances telles que les États-Unis? Alors, moi, ce que j'en pense, des relations commerciales entre les pays latino-américains? Alors, la question, c'est qu'en pensez-vous alors? D'accord. J'en pense qu'elles ne sont pas assez, assez nombreuses et assez solidifiées, d'abord, pour commencer. C'est un des problèmes de l'Amérique latine, si vous voulez, et de l'Amérique du Sud en particulier, c'est que l'essentiel de leur modèle économique est effectivement extraverti, c'est-à-dire tourné vers les marchés internationaux, tourné vers l'exportation vers l'Europe, la Chine, etc. Et que, si vous voulez, justement, l'Amérique latine manque d'être un bloc commercial, un bloc plus intégré au niveau économique et commercial, qui lui permettrait de gagner en autonomie et qui lui permettrait aussi d'absorber mieux les chocs de l'économie globale. Puisque le problème des Latino-Américains, c'est que quand il y a une crise économique, ils sont les premiers à payer, puisque leurs clients arrêtent de leur acheter des trucs, pour parler simplement. Donc, vous savez, l'Amérique latine, les échanges commerciaux entre pays latino-américains, ça représente seulement 16% de leurs échanges globaux. Ça veut dire que 85% de leurs échanges, ce n'est pas avec des pays latino-américains, c'est avec des pays extérieurs à l'Amérique latine. Donc je pense qu'il n'y a pas assez d'échanges commerciaux entre les pays latino-américains pour les raisons que je viens d'expliquer. Bon, après, reste la question de savoir quel type de commerce il faudrait construire, quel type de modèle de développement. Ça renvoie aux discussions qu'on a eues avant. Personnellement, je pense qu'on peut penser de manière, en termes de valeur et en termes intellectuels, que l'Amérique latine et les pays doivent en finir avec ce modèle extractiviste, mais la vie apprend que tout ça ne se fait pas par décret et que tout ça demande un temps fou dans des conditions en plus où il faudrait qu'on laisse les pays latino-américains travailler cette transition tranquillement sans non seulement chercher à leur piller ce qu'ils ont, non seulement à développer des convoitises par rapport à ces ressources naturelles, comme c'est le cas des principales puissances internationales. Et en même temps, je crois que les Latino-Américains n'ont pas d'autre solution que de penser les choses dans une transition longue. Et donc, c'est moi, en tout cas, mon opinion. Donc ensuite, je pense que tout ce qui pourrait permettre d'améliorer l'intégration régionale latino-américaine à travers ce qui avait été mis en place dans les années 2000-2010 avec l'ALBA, avec l'UNASUR dont on a parlé un petit peu ce soir, ou de la CELAC, qui est la communauté des États latino-américains et caribéens, qui regroupe 35 pays de l'Amérique latine, dont est sorti le Brésil, par exemple, l'année dernière, ce qui fait tomber la force propulsive possible de telles institutions. Eh bien, tout ça, c'est effectivement nécessaire et je suis content de voir que c'est la feuille de route du gouvernement de Luis Arce que de relancer ces initiatives pour qu'elles voient le jour, permettant à l'Amérique latine de gagner cette autonomie après laquelle elle court depuis quasiment ses indépendances de la fin du 19e siècle. Merci. Il y avait une autre question qui demandait si l'Église, notamment catholique, est-ce qu'elle pesait socialement et politiquement en Bolivie? Ah oui, l'Église catholique a un poids très important. Alors, c'est typique en Bolivie d'une Église catholique qui a toujours été du côté du pouvoir et de l'oligarchie locale. Toujours.
Vous savez que quand Madame Jeanne Agnès a pris le pouvoir et est rentrée au palais présidentiel, elle avait la Bible à la main, symbolisant justement cet appui de l'institution catholique, de l'Église, mais aussi symbolisant le fait que cette Église catholique, elle incarnait aussi une certaine Bolivie contre une autre, l'autre étant l'indienne, qui n'est pas catholique, qui a aussi ses propres rites. Et pour les Indiens, l'Église catholique, c'est aussi la colonisation, c'est aussi les Européens, en fait, hein, qui sont venus détruire la civilisation indienne chez eux. Et quand Madame Agnès a la Bible, c'est ça que ça veut dire aussi. Ça veut dire nous voilà de retour. En fait, les Indiens, c'est terminé, vous allez retourner là où vous auriez toujours dû rester. Donc oui, l'Église catholique, elle est traditionnellement positionnée comme ça, même si ça ne veut pas dire qu'en Bolivie, comme ailleurs, il y a des courants progressistes catholiques, il y a des, etc. Hein. Mais enfin, du point de vue politique, je dirais que c'est surtout ça qu'il faut dire. C'est d'ailleurs au nom de Jésus, enfin, au nom de la Bible, au nom de l'Église, etc., que je vous dis, que ce soit Jaïne Agnès, que ce soit M. Camacho, ont mené des insurrections et etc., et ont justifié tout ce qui s'est passé en 2019, hein, de toute façon. Hein. On a reçu une question un peu plus économique de nouveau. Quel avenir pour les rapports d'Arcé avec les bailleurs de fonds? Et ouais. Bah, c'est ce que je vous ai un peu dit, ce que j'en savais tout à l'heure. C'est une vraie question. Bon, aujourd'hui, les principaux prêteurs de la Bolivie, c'est pas les bailleurs de fonds, hein. C'est plutôt la Chine, qui, en fait, depuis justement une dizaine d'années, la Chine est devenue le premier prêteur des pays latino-américains, hein, des États latino-américains. D'ailleurs, je me fais un peu de pub, excusez-moi, mais j'ai signé un papier qui va sortir, qui est déjà sorti d'ailleurs, dans la RISC et la revue internationale et stratégique de l'IRIS, où justement j'ai fait un long papier sur l'état des lieux des relations entre l'Amérique latine, la Chine, les États-Unis, où je traite cette question des bailleurs de fonds et des prêteurs chinois en Amérique latine, et la Bolivie est concernée. La question, c'est de savoir comment la Chine en particulier va décider ou pas d'échelonner ou de temporiser les remboursements des dettes qui ont été contractées par les pays auprès d'elle. Et certainement, la Chine va-t-elle avoir une politique active de prêt pour les pays latino-américains dans la période qui s'ouvre post-Covid? C'est ça la grande question. Et tout indique que oui. Mais les Chinois ne prêtent jamais sans contrepartie et sans intérêt. Hein. Ce ne sont pas les mêmes modes opératoires que le FMI, mais la Chine indexe les prêts qu'elle octroie sur les ressources naturelles des pays latino-américains, justement. C'est-à-dire, en gros, je résume un peu là aussi sommairement, c'est je te prête, je sais pas, 3 milliards de dollars, mais en échange, tu me garantis que pour les 20 prochaines années, eh bien, X% de ta production, ce sera exclusivement pour moi. C'est comme ça que la Chine procède. Alors, je réponds à M. Kisp, Monsieur Kispé. Oui, alors la rencontre, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Il ne l'a pas reçu. Il a croisé Evo Morales en 2019 à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. C'est ça qui s'est passé. Alors, Certainement d'ailleurs un petit peu pour finalement renouer des liens minimum après les épisodes de François Hollande. j'ai une Pour question, mettre le compteur à zéro. une question un peu plus de politique intérieure, si je puis dire ça comme ça. Les présidences de Morales ont permis l'émergence d'une classe moyenne, entre guillemets, en Bolivie, qui n'est plus maintenant forcément favorable aux politiques redistributives du MAS. Alors, est-ce que le MAS n'a pas engendré en quelque sorte ces fossoyeurs? Très bonne question que j'ai déjà vue aussi dans le monde diplomatique, puisque effectivement il y a eu deux articles, deux enquêtes sur la question à laquelle je vous renvoie. Je crois que le lien a circulé, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est par la même auteur de l'autre papier. Vous avez parfaitement raison, Victor. C'est un aussi des enseignements de ce qui s'est passé en Bolivie et peut-être plus largement en Amérique latine avec les processus progressistes partout où ils ont existé. C'est que ces processus
comment dirais-je, en incluant dans l'économie et la consommation de larges franges des populations anciennement pauvres, ils ont effectivement engendré des nouvelles classes moyennes et qui, en tant que classe moyenne, qui est pour moi un concept sociologique assez fumeux, assez vague, mais en tout cas ce qu'on peut dire quand on parle des classes moyennes, euh, et là je parle justement peut-être en termes marxistes, ce sont les classes consommatrices, c'est-à-dire les catégories de la population qui, au-delà de beaucoup de choses qui seraient discutables, parce que dans les classes moyennes, on range des employés et des cadres supérieurs, alors ça n'a rien à voir, mais en tout cas, c'est toutes les catégories de la population qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent avoir un accès à l'offre, on va dire, du système économique et du capitalisme, qui consomment en fait, etc. Et qui assez rapidement ont des problématiques plus conservatrices de maintien de ce qu'elles ont acquis, de mobilité sociale pour toujours avancer un peu plus, etc. Et qui fait qu'en général, ces phénomènes, ces dynamiques, éloignent les bénéficiaires finalement des politiques sociales qui ont été mises en place de ceux qui les ont mises en place parce qu'ils considèrent qu'il faut arrêter le processus ou le ralentir, ou qu'ils considèrent que si eux n'avancent plus, les autres en dessous ne doivent plus avancer, et même on doit commencer finalement à leur retirer ce qu'on leur donnait pour qu'eux continuent à avancer. C'est le schéma un peu politique qui se met en place. Et donc, ces classes moyennes dont on parle, en Bolivie, qui sont spécifiques aussi avec cette bourgeoisie indienne qui a émergé, alors que vraiment les Indiens étaient les plus pauvres des pauvres pendant 500 ans. Aujourd'hui, vous avez une espèce de bourgeoisie indienne qui est issue du processus, qui aujourd'hui ne vote plus, ou n'a pas voté en tout cas pour la gauche bolivienne aux dernières élections, et qui critique sur les bases, je vous dis, d'un certain conservatisme nouveau qui les caractérise. Et alors ça pose une question assez abyssale, c'est que certainement, quand on est de gauche et qu'on est au pouvoir et qu'on engendre ce genre de processus parce qu'on a lutté contre la pauvreté, etc., il faut certainement avoir aussi un programme qui, si vous voulez, accompagne la mobilité et l'ascension des groupes pauvres vers des catégories supérieures par un projet de société qui ne se limite pas finalement à l'accès à l'offre idéologique consumériste du capitalisme. Parce que sinon, on crée des situations comme celle-là. Et ça, c'est une vaste question stratégique pour les processus de gauche en Amérique latine. Alors, une autre question concernant aussi la politique intérieure. Quelle est la position du nouveau président sur les questions indigènes, les questions plurinationales? Et est-ce qu'on observe toujours une érosion de l'électorat indigène pour le MAS, qui a notamment été mis en avant dans un article du Monde diplomatique en septembre 2019? Alors, l'érosion, elle a existé, mais elle s'est arrêtée à l'élection de Oussarcé, puisque précisément, il a retrouvé les niveaux les plus hauts qu'il n'y a jamais eu dans le vote en Bolivie. Donc là, le vote indien, il n'a pas souffert d'érosion du tout. Parce qu'il y a eu tous les événements, il y a eu la répression, il y a eu le coup d'État contre Evo et tout ça. Donc les Indiens, même quand ils étaient critiques, sont retournés cette fois-ci massivement voter pour leur camp, qui est quand même celui du MAS, quoi qu'il arrive. Donc les mouvements indiens se sont remobilisés face au coup d'État pour voter pour Louis Sarcé. Donc là, si vous voulez, il y a un changement qu'il faut noter. Il y a un retour des Indiens fortement dans le vote. Par ailleurs, Louis Sarcé a répété dès sa prise de fonction qu'il était le président d'un État de la Bolivie plurinational. Ça veut dire qu'il réaffirme le modèle de cohabitation et de coexistence de plusieurs nations au sein de la nation bolivienne. Et c'est une façon, bien évidemment, de rappeler à son opposition et à la droite que les populations et le modèle indien communautaire qui a été forgé par le processus bolivien conduit par Morales va perdurer. C'est ça que ça veut dire. Donc, Louis Sarcé est indien, est un président indien qui va continuer de défendre et de promouvoir les intérêts des Indiens, des communautés indiennes dans l'appareil d'État et dans les politiques qu'il va mettre en place. Et un peu en lien, du coup, quelle est la structuration de la société bolivienne en matière de démocratie et comment se structure
cette société pour que le retour du MAS ne soit pas de nouveau attaqué? C'est une question qu'on a eue aussi dans le chat. Pas évident de trouver une réponse à ça. C'est une question qui est ouverte en fait, hein. Je vous l'ai dit, le pays il est quand même blessé, il est fracturé, il est polarisé, hein. Il y a dans ce pays beaucoup de secteurs qui sont très radicalisés, même parmi ceux qui ont perdu. C'est quand même 45% qui ont voté pour une opposition qui ne veut pas finalement, si vous voulez, un apaisement, hein, qui considère toujours que ce pouvoir est illégitime même s'il a gagné les élections. Elle l'accepte parce qu'elle n'a pas le choix, mais elle pense que sur le fond, c'est toujours le projet d'une dictature indienne, de revanche des Indiens justement sur les autres Boliviens, qui vont vendre le pays en découpe pour les Chinois. Enfin, en gros, je vous la fais courte, mais c'est à peu près ça que pensent les opposants. Et donc aujourd'hui, il y a pas, non, le pays n'est pas apaisé. C'est pas aujourd'hui terminé. La page n'est pas terminée, même si l'élection, enfin, je veux dire, si l'élection a amené ce résultat, elle est venue réparer une injustice avec le coup d'État de 2019, mais elle ne vient pas solutionner la crise politique bolivienne. Hein, l'élection aujourd'hui, elle ne vient pas la solutionner. Elle vient resanctionner un rapport de force et remettre à l'endroit ce qui a été brisé par des moyens pas démocratiques. Ça, c'était il y a un an. Mais en tout cas, le conflit entre ces deux Bolivies, il va continuer d'exister un certain temps, je crois. Donc, voilà ce que je peux vous dire, moi. On avait une autre question qui demandait si la Bolivie n'était pas autosuffisante alimentairement. Ou si... Ah, je ne pense pas qu'elle soit autosuffisante. Mais ce sera vérifié. Je suis pas sûr d'avoir là la connaissance du thème, mais je ne crois pas qu'elle soit autosuffisante. Je crois qu'elle importe toujours beaucoup de choses qu'elle consomme, la Bolivie. On a aussi une question en ce qui concerne un éventuel accès à l'océan Pacifique, puisque la Bolivie est enclavée depuis plus d'un siècle. Est-ce qu'on peut imaginer la conclusion d'un accord avec le Chili pour un accès à l'océan? Ah là là, encore ça, écoutez, ça va durer un certain temps, je crois. Alors oui, effectivement, il y a un contentieux historique entre le Chili et la Bolivie du fait d'une guerre au 19e siècle. La Bolivie exige un corridor, enfin un accès par le nord au Pacifique, mais le problème c'est que cette demande signifie d'empiéter sur le territoire chilien et de récupérer une partie du territoire chilien, ce qu'évidemment les Chiliens ne veulent pas. Alors, cette affaire est devant la Cour de justice de La Haye. Il y a 25 médiations qui ont été organisées, 25 propositions qui n'ont jamais abouti. Ça fait partie d'une position assez radicale du gouvernement bolivien. Le Chili, honnêtement, a fait des offres de services assez avancées à la Bolivie en lui proposant d'utiliser, d'avoir un droit d'usage du territoire chilien pour avoir accès au Pacifique, mais en gardant la souveraineté sur le territoire. Bon, les Boliviens ont dit que ça ne suffisait pas. Je ne vois pas trop comment les Chiliens vont pouvoir aller au-delà. Donc, je ne pense pas que cette affaire va se résoudre assez rapidement. Alors, évidemment, pour la Bolivie, il y a un enjeu fondamental. La Bolivie est un pays enclavé, hein, comme le dit Salim. C'est un pays qui est enclavé, ce qui est une situation. Il n'y a pas beaucoup de pays comme ça en Amérique latine. Il y a le Paraguay aussi. Mais tous ont pour la plupart des accès à l'océan. Et avoir l'accès à l'océan, c'est pas simplement aller se baigner et aller regarder les beaux paysages du coin. C'est surtout avoir un accès pour accélérer les flux d'échange de marchandises et d'exportation, en fait. Hein, en ce qui concerne la Bolivie, ce qu'elle veut, c'est la Chine, hein, par le Pacifique. Mais je crois que cette affaire-là ne va pas être prête d'être résolue. Du coup, je me permets de vous inviter à répondre à Michel, je crois, Michel Lalanne, si je ne me trompe pas, qui a écrit quelque chose dans le chat concernant le discours du vice-président. C'est-à-dire quel discours du vice-président Chokahuanca?
Monsieur, si vous voulez activer votre Alors, micro, pendant que tu fais ça, je réponds à Jean-Jacques. Oui, oui, bien sûr. Vous avez raison aussi hein, sur le quinoa et tout ça. Ça fait partie des productions aussi de matières premières boliviennes. Oui, merci de me permettre de poser la question en direct. Bon, j'ai lu avec intérêt le discours du vice-président, donc qui fait beaucoup référence à des particularités historiques culturelles aux Indiens. Moi, je suis en train de, parce que j'avais fait un petit copier-coller de ce que j'avais, voilà, la Pachamama, mais aussi beaucoup de choses comme ceci, l'ANI, principe de réciprocité et de solidarité générale, le MINCA, tradition du travail collectif à des fins sociales, le TUMPA, protocole d'invocation des esprits sacrés des défunts, etc., etc. Je me demandais si c'était, disons, l'expression de quelque chose qui pouvait marquer un modèle singulier de développement de la Bolivie, ou si c'était plus, disons, entre guillemets, opportuniste pour faire plaisir, en quelque sorte, aux Indiens qui sont quand même très, très présents. Merci, merci Michel. Non, 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 c'est pas du folklore. Ce modèle a un nom, je l'ai donné tout à l'heure, je vais vous le redonner. C'est ce qu'on appelle en Bolivie le modèle enfin, social communautaire productif, il s'appelle comme ça, qui est, disons, un modèle qui nous dit quoi? Et qui dit en gros que les populations indiennes sont associées à la gestion et à l'exploitation des ressources et qu'ils en touchent les dividendes pour leur communauté. C'est ça sur le plan économique que ça veut dire, avec aussi des pans de traditions coopérativistes, des communautés productives agraires, agricoles, où l'État aide les communautés à produire pour les populations. Enfin, il y a toute une série de choses comme ça qui se mettent en place, mais c'est aussi la cooptation dans l'État, dans les entreprises, dans les directions administratives de l'État, des populations indigènes pour qu'elles dirigent finalement ce processus de transition et de développement économique du pays. Donc, le discours de Choquahuanca, de ce point de vue-là, rappelle les fondamentaux. Hein. Ce sont des fondamentaux du processus bolivien depuis l'arrivée de Morales, dont Choquahuanca est encore une fois aussi l'un des architectes, enfin l'un des cadres depuis le départ. Alors, tout ça s'entremêle aussi de respect effectivement de la cosmovision indienne, du respect des particularités culturelles et historiques des populations indiennes. Alors c'est très compliqué, vous savez que justement, c'est ce que dit le concept d'État plurinational, c'est qu'il y a plusieurs nations dans la nation, qu'on respecte la Constitution, respecte les droits particuliers des Indiens. Alors pour le pire et le meilleur, hein, le meilleur c'est certainement une reconnaissance de droits sociaux, de droits économiques, de droits politiques pour des gens qui ont été massacrés, discriminés, exclus de la vie politique pendant de nombreux siècles. Et peut-être le pire, mais c'est un avis personnel, je ne suis pas sûr que certaines pratiques dans les communautés indiennes traditionnelles feraient plaisir, eh bien, par exemple, à des militantes féministes ou homosexuelles ou par rapport à des traditions qui sont quand même assez conservatrices, pour ne pas dire parfois réactionnaires, dans les cas d'adultère, les cas de, de minorités sexuelles, etc. On ne peut pas dire que, en la matière, les traditions indiennes soient particulièrement progressistes. Hein, donc, tout ça, c'est encore des sujets un peu délicats, des sujets à débat, parce que la Constitution reconnaît aussi la justice indienne, la justice traditionnelle, en lieu et place de la justice de l'État. Donc, c'est assez particulier comme conception. Donc, par exemple, si un Indien vole, eh bien, il va être jugé par la justice traditionnelle et pas la justice de tous les citoyens. Ou, je vous dis, s'il y a un adultère ou s'il y a des questions, je sais pas, d'affirmation de droit, d'identité sexuelle et tout, bah, c'est un peu des choses qui sont conflictuelles, si vous voulez. Donc, c'est tout ça, la Bolivie, en même temps. Oui, bien écoutez, il est 19h42. On aura bien fait le tour de la question, j'ai l'impression. Merci beaucoup, M. Ventura, d'avoir répondu présent et pour votre disponibilité. Alors, on va vous mettre le lien de notre site internet pour le jeu de loi pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent nos revues étudiantes.
On remercie également le monde diplomatique pour ce partenariat et on vous souhaite bien sûr une très belle soirée et au plaisir de vous revoir ou même peut-être de vous rencontrer à Sciences Po Lille si un jour l'envie vous prend de venir nous voir dans nos locaux. Merci et bravo. Merci.